Cette émission a été réalisée par la télévision communautaire des Basques et du Haut-Pays. Bonjour, nous en sommes à la 8e émission sur une série qui a été débutée l'automne dernier, qui s'appelait en fait à partir d'un texte que j'ai composé, qui a été publié dans le journal Montréal Campus de l'Université du Québec à Montréal. À l'époque, eux avaient baptisé ça Chronique d'un ex-détenu, et une dame ex-réalisatrice à Radio-Canada à Rimouski, et après avoir lu ces articles-là, elle m'a dit tout bonnement, avec beaucoup de respect, voire même de l'affection, elle a dit « Monsieur Bourdage, c'est votre carte d'affaires. » Bon, j'ai dit, c'est plein d'allure comme titre de papier, là, au lieu de chronique d'un ex-détenu carte d'affaires. Cette carte d'affaires, vous savez c'est quoi? On se présente avec ça. Et depuis septembre dernier, je me présente à vous autres avec cette carte d'affaires-là. La dame réalisatrice à Radio-Canada, elle avait ajouté quelque chose qui a flatté passablement mon ego à l'époque aussi, mais encore aujourd'hui, ça flatte, là. Elle m'a dit, il y a quelque chose à faire avec ça. Sans donner plus de détails, j'ai rétorqué, oui, d'après vous, c'est quoi? Elle m'a dit, il y a 3 choses. Elle dit, il y a un roman à faire avec ça, une télésérie ou un film. Comme je disais au gars de la station ici, Ghislain Marc-André, je suis juge et parti. C'est certain que mon ego serait heureux de voir mes écrits transformés en romans, écrits par quelqu'un de plus connu que moi et surtout plus habile que moi pour écrire un roman. Télésérie, je veux dire, scénariste, etc. Puis un film, là, on tombe dans Hollywood et autres, où on s'en va en France, là. Cette partie-là, comme on dit, je le laisse porter. Si jamais ça va arriver, je suis disponible. Depuis septembre, je fais la lecture à haute voix de cette carte d'affaires-là. Comme on vient de dire, nous en sommes à notre 8e émission. Les 6 premières émissions ont été baptisées par les gars de la station l'Enfer. D'ailleurs, pour ceux qui l'ont vu, vous avez noté qu'en ouvrant l'émission, il y a une reproduction, il y a une photo, c'est-à-dire d'une œuvre de Rodin, qui était l'Enfer, les portes de l'Enfer, quelque chose comme ça. Et depuis, c'est la 2e émission, vous avez noté que là, on a changé ça pour le purgatoire. Donc, je suis passé de l'enfer, d'abord l'enfer du drame, 1989, ce qui en est suivi, prison, pénitencier, etc. Toute la durée des émissions sur l'enfer, ça a été la période carcérale. Là, dans la chronicité, en fait, des événements, je suis rendu en liberté. Et là, Ghislain et Marc-André ont baptisé cette nouvelle série-là, qui va être relativement courte, là, le Purgatoire. En même temps, vous avez noté que nous avons le grand privilège et le grand plaisir d'être en haute définition. Vous avez noté que nous sommes passés du poste 105 au 705 nécessairement pour les clients de Derry. Et Marc-André m'informait qu'il y aura des modifications bientôt apportées pour améliorer l'accès au web. C'est en train de se travailler, puis c'est une fichue de bonne nouvelle. En tout cas, moi, je suis content. Puis c'est grâce à vous autres si tout ça existe. On revient au texte de la carte d'affaires. Puis je vais reprendre une partie là, du texte là, de la dernière rencontre. Première rencontre, la dernière rencontre, avant ça, j'étais en maison de transition. Là, je fais la lecture. Après avoir quitté Saint-Jérôme, me voilà dirigé vers une 2e maison de transition. Avec la poursuite des travaux en psychothérapie préalablement débutés là, à Saint-Jérôme,
J'écris ici « Réinsertion sociale meublée de plusieurs années de bénévolat dans un centre de réadaptation pour personnes physiquement diminuées ou victimes d'accidents. » Pour ceux qui s'en rappellent, c'était le Centre François Charon qui a changé de nom pour le Centre de réadaptation du Québec. Je continue ma lecture. Quelle super école que celle d'étudier la vie, voire même ma propre vie, avec et à travers celle de d'autres êtres humains, pour certains très lourdement handicapés. Dans la dernière émission, je vous ai parlé de Gaston, je vous ai parlé de Marie, je vous ai parlé de Jean-François. Il y avait Louis, il y avait Marc, il y avait Françoise. C'était des gens qui étaient vraiment là, très, très handicapés. À partir de Louis, Marc, des aphasiques là, à très haut degré, là, qui parlaient comme ça, alors que Gaston avait plus de facilité pour s'exprimer. Ce qui me frappe, c'est leur dérangeant sourire au visage pour la plupart. Et après avoir rencontré Claude Cossette, le fondateur de la maison Cossette Communication, il m'avait interviewé pour une revue dont il était journaliste, puis au fil de la conversation qu'on a eue, parce qu'un de leurs enfants était lourdement handicapé aussi, à ma sortie de la rencontre avec M. Cossette pour l'article en question, j'avais réalisé que la personne handicapée, c'était moi. Dans mon comparatif avec ces handicapés-là qui avaient le grand sourire, et moi qui éprouvais des difficultés à être souriant, là, j'ai dit, à quelque part, je suis vraiment la personne handicapée. Je termine mon stage en Charon en écrivant « Ces gens diminués m'ont montré à vivre. » Toute une leçon. Vivre dans la simplicité, puis vivre totalement dépendant des autres, tout en conservant au visage un sourire, je me répète, grand jusqu'en haut, là, il faut le faire. C'est peut-être ces gens-là qui, un jour, ont contribué à une, si ce n'est pas deux émissions qu'on a faites dans le passé, une, je pense, sur l'attitude, puis l'autre sur optimiste ou pessimiste, là. En tout cas, j'ai rencontré de ces handicapés-là, femmes et hommes, qui incarnaient l'attitude puis qui incarnaient le positivisme. Je poursuis ma lecture. À mes essentiels besoins de réhabilitation au plan émotionnel, rationnel et corporel, on en a parlé dans des émissions précédentes, là, s'ajoutait celui au plan spirituel. Vous connaissez certes l'expression « vide intérieur ». On est dans les années 92, 93. Je suis en train de vraiment régler en thérapie là, tout ce qui est d'ordre émotionnel et rationnel, là, psychologue. Louise Quimper, mon agente de libération, qui est psychologue, mais je ne le sais pas, je le saurai à la fin de nos entrevues. On travaille très, très fort pour aller faire le ménage là, on utilise l'expression bien québécoise, là, dans la gaspésienne, c'est-à-dire dans le fond des trognons. On est en train de faire ce ménage-là pour évacuer puis exorciser au maximum. Puis je ne dirais pas le maximum, on a exorcisé à la fin, on avait fait le tour de toute mon histoire. N'en demeure pas moins qu'en 92 et 93, je suis habité par un vide intérieur assez profond. Je suis en recherche de sens de ma vie. J'en ai enlevé une. Puis j'ai dit, ma vie ne peut pas avoir de sens après en avoir enlevé une. Période difficile. J'appelle mon ami Gaston, un curé, aumônier de prison. Il était en prison, lui, il me dit qu'il avait été le plus long prisonnier d'Orsainville. Il avait 20 ans de carrière comme aumônier. Je l'appelle, puis je lui raconte, Gaston, ça ne marche pas du tout, je ne file pas bien. J'essaie de donner un sens à ma vie, puis capote, je ne suis pas capable. J'ai dit, ma base à moi actuellement, c'est la mort de ma victime, puis ça ne passe pas.
Il dit, j'ai quelque chose à dire. Ce que je vais vous raconter, c'est non scientifiquement prouvable. On est dans l'ordre des mots. Il dit, là où est Lorraine, la victime, penses-tu qu'elle ne t'aime pas? Je pense que j'ai dit merci, puis j'ai accroché. Le choc a été fort. Et j'ai eu à me questionner sur la question que lui m'avait posée. Un, où est-elle? Son esprit, son âme, son je sais pas quoi, là. C'est où, ça? Si c'est à quelque part, ben, est-ce qu'on peut penser qu'elle pourrait m'aimer, là? Et c'est à partir de cette question-là que j'ai commencé extrêmement tranquillement à donner un sens à ma vie. C'était très long, très long. Je peux dire en 2019, non, je m'excuse, 2020, oui, je me trompe. En 2020, sans prétention, j'ai trouvé le sens de ma vie. Je travaille avec, puis je travaille dessus. Et je le fais, ce que je vous dis là, c'est sans aucune espèce de prétention, là. Je répète ce que j'ai déjà dit dans une émission antérieure, je ne suis pas porteur de la vérité. Quand je brassais des millions, puis que je faisais partie de tout ça, je m'incarnais comme le détenteur, le détenteur de la vérité. Ce n'est pas le cas. Je suis comme vous, je la vis du mieux que je peux, puis je continue à avancer du mieux que je peux dans la vie. Concernant ce vide intérieur-là, ben, c'était ici. Là, on est en train de régler ça. Au niveau corporel, j'ai continué à perdre du poids, plus en forme. Mais au plan vide intérieur, moi, j'ai associé ça à spirituel. Je ne parle pas de religion, je parle de spiritualité. Ce qu'on a au fond de nous autres, dans le fond, des fois, qui nous fait avoir des choses, fait vivre des choses aussi. Un vide intérieur doublé par un viscéral besoin de paix intérieure très profond. Une porte s'ouvre alors à moi. Me voici admis dans une fraternité chrétienne, catholique, n'accueillant que des poquets de la vie. Québec. Poquets, là, je dirais, on va faire une blague, là, des poquets de la vie de qualité. Pas nécessairement la crème des poquets de la vie, là. On peut m'en aller parodier et faire un peu d'humour là-dessus, là, mais des poquets de la vie puis des vrais. Donc, n'accueillant que des poquets de la vie, poquets, qui étaient aussi des miroirs humains de presque tout ce que moi j'avais fait de pervers dans ma vie. Vous vous rappelez les 10 commandements de Dieu. Première émission, l'automne 2019, j'ai ouvert l'émission. Nous avons ouvert aussi l'équipe avec un texte qui disait, j'étais au pénitencier ou en train de déjeuner, j'ai parlé à mon chum, il dit, tu connais ça, les 10 commandements de Dieu, etc. Ben, je ramène là, à la 8e émission plus tard, là, les 10 commandements de Dieu. Donc, au plan spirituel, j'étais très poqué. Dans la fraternité où j'ai vécu presque 4 ans et demi, hommes, femmes, il y avait le tout là-dedans. Fraudeurs, plusieurs étaient des gros dépendants là, de narcotiques, alcooliques, narcomanes, là, puis des gros, là, des bonhommes puis quelques filles là, qui avaient un vécu dans le milieu des alcooliques et narcomanes, là, un vécu très, je dirais, très éloquent. On était peut-être presque une vingtaine dans cette maison-là. Ça a été difficile par bout, pour moi, pour les autres. Telle enseigne qu'un jour, en sortant de la chapelle, un des gars de la gang, Roland,
il nous dit, les gars, il dit quelque chose à vous dire. Il dit, avez-vous réalisé? Il dit que si ce n'était pas de la prière dans cette maison-ci, ça ferait longtemps qu'il y aurait du sang sur les murs. Sur le coup, j'ai pensé à ça. J'ai dit, Roland, il avait raison. Il a raison. Le milieu est tellement habité par des gens qui ont tellement des histoires là, scabreuses. Cohabité avec des gars qui avaient été victimes d'inceste, là, victimes de pédophilie, qui avaient une histoire qui pouvait expliquer leur dépendance aux drogues, qui ne justifiait pas. Là. On n'est pas dans la justification, on parle juste d'explication. J'écrivais encore dans le Devoir la semaine dernière un commentaire suite à Polytechnique. L'histoire, elle s'explique. Elle ne justifie pas. La violence, ça s'explique. Elle ne justifie pas. Rares sont les choses qui ne s'expliquent pas, sauf les mystères. Mais quand on a des histoires humaines, des êtres humains, là, il est très, très difficile de ne pas être capable d'en arriver à des explications. Puis je me répète et j'insiste souvent là-dessus, l'explication exclut la justification. La violence, sous quelque forme qu'elle est, ne se justifie pas. Qu'elle soit verbale, elle peut être verbale psychologique, elle peut être par l'écrit, elle peut être par l'attitude. Il y a bien des façons d'exprimer de la violence. Il y a une histoire derrière ça. La personne qui use de violence, c'est une personne qui, à quelque part, est mal dans sa peau. Puis mal dans sa peau, ça peut être mal là, mal là, mal là, mal dans son corps. Ça s'explique. Je ne suis pas un expert en comportement humain, mais je vais y aller avec mon expérience à moi. Dans cette maison de fraternité chrétienne catholique, la croix du Christ est, je dirais, l'emblème principal, en fait, de l'existence de cette fraternité-là. Et moi, pendant 4 ans et demi, j'ai côtoyé ce crucifix-là, puis je vais suivre ici, là, en lisant, vous allez comprendre pourquoi le crucifix dans ma vie, là, c'est pesant. J'écris ici, « Vous ignorez certes que lors du drame, je me suis aussi servi d'un crucifix pour passer à l'acte. Cette fraternité où j'habite porte au cœur même de son existence la croix du Christ et certaines des vertus qui y sont rattachées. Lesquelles? Miséricorde, compassion, pardon, et combien plus encore. J'ai eu à faire la paix, moi, avec l'objet. Ça a été difficile. Pendant des années, lorsque je voyais un crucifix, ça me rappelait que moi, je m'étais servi et bon, je suis venu pour dire le mot outil, mais instrument, pour moi, en tout cas, pendant des années, ça a été un instrument de mort. Et c'était le cas. Je fais une parenthèse. On va avancer dans le temps un peu, là. Je suis en train d'écrire mon premier volume. Je suis à l'ordinateur, puis à côté de l'ordinateur, j'ai une croix en bois de noisetier qui m'a été donnée par un artisan tout bonnement. Ça a été comme synchronicité, là, ou de chronicité, quelque chose là-dedans d'assez particulier. Je suis dans la cuisine chez lui. Ce crucifix-là est accroché au mur de la cuisine. Je regarde, je ne sais pas combien de temps, mais je l'ai regardé assez qu'à un moment donné, il servirait de bord. Il l'a décroché du mur, puis il dit, j'ai dit, pourquoi? Ben, il dit, je ne sais pas. Il dit, j'ai vu que tu le regardais, puis je te le donne en cadeau. Et c'était quelque chose que lui avait ciselé comme artisan. Là, il avait ciselé ça dans du bois de noisetier.
Et ce crucifix-là, je l'avais à côté de mon ordinateur, en train d'écrire mon premier volume. Puis à un moment donné, j'ai bloqué bien raide, comme on dit, puis capable d'écrire, page blanche, puis il n'y a aucune idée, bloqué bien dur. Le crucifix, c'était en pleine face, c'était la mort, puis rien d'autre. Pas capable d'en sortir. Je vois un de mes chums qui était peintre aux éboulements à l'époque. Je raconte ça, puis il m'invite à contacter un monastère de religieuses avec lequel j'avais des contacts à Saint-Romuald, les cisterciennes. J'appelle là mon amie Denise. La religieuse me dit Gaston, ici, on n'apprend que des femmes. Fait que j'ai oublié ça. Puis je suis retourné voir mon chum, il dit un monastère, il dit à Sainte-Agnès, il dit dans Charlevoix, là. Il dit appelle-nous là, voir, peut-être qu'ils vont te prendre. Puis il regardait avec quoi ton problème. J'appelle là, puis j'avais déjà appelé une couple de fois avant quand même, là. Puis c'était toujours un répondeur, puis cette fois-là, c'était une voix humaine. Je suis tout surpris, une voix humaine qui répond, alors que d'habitude, c'est le répondeur. Fait que, on répond, monastère. Je m'identifie, puis je vais direct au but. Je m'appelle un tel, j'ai tel âge, je suis en train d'écrire un livre, puis je suis rendu au chapitre où j'ai à parler de la croix. Puis imaginez-vous que moi, je suis un auteur de meurtre, là, en 1989, homicide involontaire. J'ai enlevé la vie d'un être humain et je me suis aussi servi d'un crucifix. Puis je dis, vous êtes père, oh? Il dit, oh, oui, je suis père, je suis prêtre. Là. Il dit, imaginez-vous que je suis bloqué là-dessus, puis j'ai besoin d'aide. Ben, il dit, ça donne bien. Il dit, mon nom, c'est John of the Cross. Vous avez bien compris, là. John of the Cross. Moi, je suis au téléphone, puis j'ai dit, vous êtes sérieux, là? Votre nom de religion, c'est ça? Il dit, oui, oui. Il dit, en français, c'est Jean de la Croix. J'ai figé. Je ne sais plus quoi lui dire. Il m'a dit, un instant, je vais aller voir si on a de la place, puis on va vous accueillir, puis il revient au bout de quelques secondes. Il me dit, on a de la place, il dit, je vous attends, puis il dit, on va parler de ça ensemble. J'ai été au monastère. Imaginez-vous aussi que le monastère s'appelle toujours le monastère de la Croix Glorieuse. Et le père, le curé dans ce gang-là, là, il s'appelle Jean de la Croix, et moi, j'ai un problème spirituel, émotionnel, rationnel à régulariser avec la croix, qui est l'instrument que je me suis servi pour enlever la vie. Je suis allé au monastère. J'ai passé là 3 jours. Avec John of the Cross, on a régularisé la situation. Et lorsque j'ai quitté à la 4e journée, j'étais en paix. À mon retour chez moi, j'ai repris l'Écriture. Mais toujours marqué par ce fait-là d'avoir enlevé la vie en me servant aussi d'un crucifix. Je reviens à 92-93, je suis encore à la fraternité. Et je continue à écrire du et de pardon. Là, je retiens un mot qui n'est pas le mien, j'ai ça en fouillant sur le dictionnaire des synonymes de l'Université de Caen de Normandie. Si jamais vous voulez avoir une belle banque de synonymes, là, vous faites Université de Caen, CAEN.fr, puis vous allez déboucher sur ce site-là, un dictionnaire de synonymes extraordinaire. Et pour l'écrire ici, je les ai consultés, puis les autres, ils m'ont suggéré un grand mot que je vais vous lire. Là. Du et de pardon, j'ai un splanchnique besoin. C'est chic, hein? J'ai aussi besoin de donner sens à ma vie. J'en ai parlé tout à l'heure. Je prie. Prier, à l'époque, c'était pas nouveau pour moi. J'avais commencé en prison en 1989. En me réveillant le matin, il y avait trois mots que je demandais. En fait, 3 mots que je demandais. Il y a 3 mots que j'invoquais, là. Force, foi, courage. Force, foi, courage. Tous les matins, 7 jours à semaine, en m'ouvrant les yeux. Puis aujourd'hui, je ne peux pas confirmer scientifiquement que j'ai été répondu, mais je suis ici. Puis vous êtes là. Ma santé spirituelle s'améliore.
Avec le psy et autres intervenants professionnels, je poursuis le grand ménage du total de ma personne. De plus en plus conscient des dommages causés par mon crime. On est allé au fond. Allé au fond. Un voyage que je souhaite à tout le monde. Pas pour les raisons que je l'ai faites, par exemple. Okay? Mais si vous avez besoin, à un moment donné, d'aller évacuer des choses là, qui vous torturent, puis que vous aimeriez, à un moment donné, évacuer, puis je vous suggère fortement de faire une démarche pour trouver de l'aide. Ça existe. Oui, on convient bien que le système actuellement en santé au Québec là, est perturbé à bien des niveaux. Mais je suis persuadé que je ne veux pas faire mon religieux, Moses. Si c'était une demande que vous formuliez, ben pour ceux qui ne croient pas en Dieu, à l'univers, tiens, faites une demande à l'univers que vous voulez rencontrer quelqu'un pour vous aider. Faites une demande à l'amour. On change, on ne dit pas Dieu encore, là. Faites une demande à l'amour, à un moment donné, que vous rencontriez quelqu'un qui pourrait vous venir en aide. Ou si vous croyez en Dieu, ben, vous pouvez faire la même demande. Mon Dieu, aidez-moi à trouver quelqu'un qui pourrait m'aider à faire le petit ménage, ou le moyen ménage, ou le gros ménage, ou le très gros ménage, on ne le sait pas, là. On a tout, chacun et chacune de nous une histoire de vie, hein. On continue à faire le ménage et l'exercice est fastidieux, pesant, exigeant, mais combien libérateur. Il y a un travailleur social, quand j'étais en liberté conditionnelle, bien, je l'étais encore à ce moment-là. Ça se peut que ce soit pendant ce temps-là. À un moment donné, Claude, un criminologue avec lequel j'avais travaillé, qui m'avait suggéré de m'écrire à moi. Il m'a dit, « Tu as déjà pensé à t'écrire? » J'ai dit, « Quoi? M'écrire à moi? » Il dit, « Oh oui, tu prends une feuille de papier, puis tu t'écris. » Tout simplement, puis il dit, « Tu écris tout ce qui passe, aucune censure, aucune, tout ce qui monte, tu écris. » J'arrive chez moi, j'avais vu en cadeau un ordinateur, j'écris, j'ouvre. « Bonjour Gaston, comment ça va? » Il fallait bien que je réponde, on m'a posé une question. Je change de ligne. Je vais sacrer en ondes. Ça va, là? Parce que je vais vous dire intégralement ce que j'ai dit. Bonjour Gaston, comment ça va? Je change de ligne, je dis, tabarnak, je suis en train de virer fou, calisse, je m'écris. Le travailleur social, qui je pense était criminologue en même temps, m'avait dit aucune censure. Le fait d'avoir écrit comme ça, tout ce que je portais en dedans, sorti. Il n'y en avait plus. Je vous suggère, si à un moment donné, vous vivez des choses, écrivez. Même si vous avez même pas de secondaire 5, écrivez ce que vous pouvez écrire dans les mots que vous pouvez écrivez. Ça libère. Puis si après ça, normalement, écrire, ça va peut-être vous aider à parler de ça après. C'est ce qui est arrivé, moi. J'ai écrit, après ça, j'ai pu en parler. On me dit que l'émission achève. Au moment où ça sera diffusé, bien, ça va être dans la période de Saint-Valentin. À vos Valentines et Valentin, je dis bonjour. Matin, à Radio-Canada, j'écoutais un message, là, entre autres, on disait « Aimez-vous les uns et les autres? » Alors, pourquoi pas qu'on n'essaierait pas de mettre ça en pratique, là, spécialement le 14 février. 14 février, pour une date très particulière, peut-être que je vous en parlerai tout événement là-dessus. Bien, un beau bonjour, j'ose. 14 février, je vous aime. Bye-bye.
Cette émission a été réalisée par la télévision communautaire des Basques et du Haut-Pays.